Cher modérateur, chers collègues, chers doctorants, salam alaikum. Je vous présente aujourd'hui un travail sur l'inhibition de la protéine de sporulation d'Aspergillus par les métabolites des bactéries lactiques via une approche in silico. Les champignons peuvent altérer les produits alimentaires à différents stades de croissance en produisant en parallèle des mycotoxines. Parmi les mycotoxines synthétisées par les champignons sont les aflatoxines, les trichotillines, les hyaluronides et les fuminosines. Pour réduire les problèmes causés par les champignons, on peut utiliser des méthodes physiques, ou bien chimiques, ou bien encore biologiques. C'est de la biopréservation. La biopréservation à l'aide des micro-organismes, tels des bactéries lactiques, on peut les utiliser pour réduire le problème causé par ces champignons. Pourquoi les bactéries lactiques? Parce que possèdent du statut grasse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Generally Recognized as Safe. C'est-à-dire que ce sont des bactéries non toxiques pour notre santé. On peut les consommer sans problème. Dans cette étude-là, généralement, le mode d'action des substances antifongiques n'est pas encore bien recherché. Pour faire une étude sur le mode d'action, on a fait le doping moléculaire, une interaction entre les métabolites des bactéries lactiques et la protéine de sporulation de l'Aspergillus. Concernant la méthode utilisée, en démarrant par la préparation de la protéine, devient la protéine, on doit la télécharger à partir de la banque de données PDB. Le code utilisé ici, c'est 4N6Q. La structure de la protéine BOS1 Velvet Domain d'Aspergillus nudulans. La deuxième phase de doping, ici, dans la préparation de protéines, c'est l'élimination de l'eau et les ligands attachés avec la protéine pour faire un bon docking à l'aide du logiciel Discovery BioVia. La deuxième phase, c'est la recherche ou bien la prédiction de sites actifs dans la protéine à l'aide du site CASP. La dernière étape, c'est la préparation de docking, la préparation de la protéine au docking moléculaire à l'aide du logiciel Schema. La deuxième étape, c'est la préparation de ligands. Les ligands, on doit les télécharger à partir de la banque de données PubChem Database sous forme 3D. Mais le problème ici, c'est que l'extension de fichier SDF. Pour le docking, on ne peut pas utiliser l'extension SDF. Il faut convertir le format. Concernant les ligands, on doit faire une conversion de fichiers de PDB, plutôt de SDF au PDB, à l'aide logicielle OpenPabbly. La troisième phase, c'est la phase proprement dite de docking moléculaire à l'aide du logiciel Pyrex. On doit introduire les ligands et la protéine préparée au logiciel et on fait le docking moléculaire. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On aura le complexe d'interaction entre la protéine et les ligands attachés avec la protéine, avec l'énergie libérée lors d'interaction exprimée par kilocalories par mol. La dernière phase, c'est l'analyse du résultat. Le complexe généré lors de docking moléculaire, on doit l'analyser pour savoir quels sont les acides aminés intervenant dans l'interaction avec ces types de ligands. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat lors d'interaction entre les métabolites des bactéries lactiques, déjà connues comme substance à effet antifongique, avec la protéine de sporulation? La première substance, c'est l'acide acétique. L'acide acétique est entré en interaction avec la protéine, au niveau de l'acide aminé glucine de la chaîne A et la proline de la chaîne A.
Par contre, l'acide lactique est entré en interaction avec l'acide aminé sérine et l'acide aminé leucine avec une interaction de type hydrogénique. L'acididine est entré en interaction avec l'alanine de la chaîne A numéro 86 et alanine 93 avec différents types d'interactions et la proline de la chaîne A aussi. La quatrième substance, c'est l'acide décanoïque qui est entré en interaction avec la protéine au niveau de leucine de la chaîne A numéro 77 avec leucine 94 avec différents types d'interactions. C'est l'interaction alkyle et c'est l'interaction de type hydrogénique et une interaction avec le résidu plutôt de l'acide aminé alanine et l'acide aminé proline. Par contre, le diacétyl est entré en interaction seulement avec l'acide aminé leucine avec une interaction de type hydrogénique. Alors, le docking moléculaire a prouvé la capacité de ces substances à effet antifongique d'inhiber le gène de la sporulation. Il ne reste que l'application in vitro et in vivo pour confirmer ou bien pour minimiser les dégâts causés annuellement par les champignons, que ce soit au niveau de l'industrie agroalimentaire, de la matière première au produit fini, ou bien dans le champ agricole, lors de la contamination via l'altération des plantes maraîchères. Et je vous remercie pour votre attention. L'opportunité d'assister à un tel événement. Donc, on est là pour vous présenter un petit travail concernant l'effet de quelques composés phénoliques de l'huile d'olive sur une protéine à l'origine du cancer colorectal, une étude donc in silico. Donc, comme vous le savez tous, colorectal, donc qui est un cancer donc très répandu dans le monde. Il est classé donc en troisième rang après le cancer du sein et le cancer de la prostate. Donc c'est un cancer courant de tumeurs malignes des cellules donc intestinales, dont l'incidence varie d'un type à un autre et d'un pays à un autre, et cela est directement lié bien sûr à l'alimentation, la diversité donc, du mode de vie et beaucoup plus. Donc la prédisposition héréditaire qui compte 5% des cas du cancer colorectal. Donc quelques statistiques concernant l'Algérie. Donc ce cancer, donc il est classé donc en deuxième rang après le cancer des cancers du poumon, pardon. Donc CETIF elle seule donc enregistre 1200 cas chaque année. Voilà, donc on voit donc comment dirais-je que les cas donc, sont très importants donc, en Algérie. Donc ce cancer donc, est directement donc, lié à la dérégulation de quelques voies de signalisation telles que la voie Notch, la voie OGRF, la voie des MAP kinases et la voie donc, de PI-TOAK, donc AKT. Donc c'est une voie très importante donc, par rapport donc, à la signalisation cellulaire. Donc la dérégulation donc, de cette voie donc, est directement donc, liée à une multiplication cellulaire donc, intense, donc une inhibition de l'apoptose, une invasion donc, et une métastase. Donc elle est directement aussi liée à, comment dirais-je, à une acquisition de résistance par rapport donc, aux médicaments, donc, des médicaments donc, utilisés durant donc, la chimiothérapie. C'est pour cela donc ce sera intéressant donc, de trouver, bien sûr, un inhibiteur naturel, sachant que des inhibiteurs donc, chimiques existent déjà. Donc il fallait penser donc, à voilà, trouver donc, des inhibiteurs donc, naturels afin d'inhiber donc, cette protéine. Voilà. Donc on a pensé donc, à l'utilisation des produits, des composés phénoliques de l'huile d'olive, étant donné qu'ils présentent donc, plusieurs activités donc, biologiques. Telles que des activités anti-inflammatoires, antioxydantes, anticancéreuses. Voilà. Donc ces composés phénoliques ont été donc, extraits à partir d'une huile d'olive extra vierge. L'extrait a été soumis donc, à une HPLC qui présente donc, une phase donc, inverse, un détecteur PDA, et la lecture donc, a été réalisée donc, à 280 mm. Après la détection donc, des différents composés phénoliques, ceux-ci ont été utilisés donc, pour réaliser une étude du docking moléculaire. Le logiciel utilisé était l'Autodoc 4.2 selon donc, la méthode de Mollis 2009.
Donc la protéine sélectionnée, donc, elle a été donc, téléchargée donc, à partir de la bibliothèque PDP. Donc on a sélectionné donc, la protéine 4GB1. Donc la sélection bien sûr était par rapport donc, à la résolution de la protéine et la connaissance donc, de son site actif. Voilà. Donc on a également donc, téléchargé donc, des ligands à partir donc, de la database PubChem. Donc les différents composés donc, téléchargés étaient donc l'européine, l'européine-glycone, l'extrositaglycone, le leucontal, la pygénie, la lutéoline, hydroxytyrosol, l'antyrosol, étant donc les composés majoritaires qu'on a déterminés donc, durant donc, la détermination par HPLC. Donc ces différents composés ont été téléchargés sous format STF, puis donc, on les a donc transformés en format PDB en utilisant donc, le logiciel OpenBab. Donc on a suivi donc, un protocole donc, de docking, bien sûr, en déterminant un grid particulier, donc, ayant donc, un X, Y et Z donc, particulier, donc une taille et un espacement donc, centré donc, dans 0,1 angstrom. Donc on a adopté donc, l'algorithme génétique, donc l'amacrien, donc, pour l'amarrage moléculaire. Et on a utilisé également donc, Bovia Discovery Studio afin donc, de visualiser donc, les résultats. Donc pour la validation, bien sûr, des résultats, comme l'a déjà cité M. Benzeghini, donc il fallait donc calculer donc, le RMSD afin donc, de valider donc, le protocole de docking. Donc les résultats donc, de l'HPLC, la caractérisation donc, des composés phénoliques, donc, a montré donc, la richesse de cette huile en différents composés phénoliques qui ont été utilisés donc, pour réaliser le docking. Donc les composés phénoliques étaient donc l'hydroxytyrosol, tyrosol, l'acide phénolique, dérivé de l'européine et dérivé de l'extrosite, le leucontal, l'ignane, ainsi que des flavonoïdes tels que la lutéoline et la pygénie. Donc après donc, cette détermination, donc, on a validé donc, notre protocole de docking. Donc on a obtenu donc, un RMSD inférieur à 2, voilà, ce qui est très acceptable pour continuer donc, le protocole donc, du docking. Donc les composés qui ont été donc, dockés, si je peux dire ça, donc, ont été comparés donc, à une substance donc, chimique utilisée, un standard, qui est le capivasertib, donc qui est très utilisé donc, pour inhiber donc, cette protéine. Voilà. Donc on a constaté que l'européine aglycone et l'européine ont présenté donc, des scores des docking scores donc, très appréciables et même comparables donc, à la molécule standard. Ce résultat a été déjà cité donc, par Madame la Turque, voilà, qui était là. Donc elle a cité que l'européine est une molécule donc, très intéressante donc, par rapport donc, au cancer. On n'a pas cité un cancer particulier, mais là, donc, on l'a fait par rapport donc, au cancer du côlon. C'est toutes les molécules qu'on vient d'analyser présentent une affinité différente donc, à l'AKT1, à la protéine en question. Cette affinité est directement donc, liée bien sûr au type de liaison. Donc, on a trouvé donc, plusieurs interactions, à savoir des liaisons de type hydrogène, des liaisons hydrophobes, des liaisons de type CH-bound, etc. Donc, afin donc, de montrer exactement l'emplacement du ligand par rapport donc, à la protéine, donc, on a donc, cette structure donc, tridimensionnelle qui montre exactement l'emplacement du ligand qu'on a choisi, donc c'est une européine aglycone, donc on a choisi cette molécule bien sûr par rapport à sa grande affinité donc, à la protéine en question. Donc l'interaction qui était en question, les interactions donc, entre la protéine et l'européine aglycone étaient des interactions de type hydrogène, à savoir donc, une interaction avec l'acide aminé threonine 195, une liaison donc alkyle, deux liaisons alkyles avec les acides aminés donc 295 et l'histidine 194 et trois liaisons donc de type CH-bond. Donc à partir donc, de ces résultats, donc, on peut résumer que l'huile d'olive présente donc, plusieurs composés
composé intéressant qui peut interagir donc, avec la protéine AKT et qui peuvent soi-disant donc, remplacer donc, la molécule chimique. Voilà, donc ces résultats ne peuvent être validés que si on fait bien sûr donc, des tests in vivo et in vitro. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Non-mycotoxinogène. Donc, si on arrive à inhiber la spore, c'est le départ de la croissance du champignon, parce que vous avez connu que le champignon, il y aura deux phases de croissance. La première, c'est la sporulation du champignon, suivie par la formation de mycélium. C'est la phase proprement dite de phase de moisie, si on parle des moisissures. Si on arrive à inhiber la spore, on n'aura plus de champignons, on n'aura plus de production de mycotoxines, on n'aura plus d'altération des produits alimentaires et même on n'aura plus des champignons phytopathogènes pour les plantes maraîchères. À la rigueur, on peut inhiber la dispersion, on va dire, du champignon dans d'autres endroits ou dans d'autres régions. On élimine totalement la contamination des produits, soit des produits alimentaires ou bien le champ agricole, déduire la contamination, que ce soit de la semence, ou bien la matière première lors de la transformation industrielle. Merci Madame Dora pour la réponse et merci à vous. Une autre question? Merci. Donc, je remercie les deux docteurs pour votre intervention que je trouve très intéressante, surtout d'actualité, surtout ce qui concerne le briques moléculaire, c'est la mode, donc on aimerait bien tous comprendre surtout les mécanismes. Alors, ma question à madame, c'est la deuxième communication. Donc, en conclusion, vous avez bien compris votre travail, parce que vous n'avez pas cité la tâche. Alors, vous avez dit que la molécule là, c'est-à-dire vous avez des molécules que vous avez retrouvées, le principe actif que vous avez retrouvé dans l'huile d'olive, peuvent être validées par des essais, peuvent être utilisées comme thérapeutiques, à titre préventif, thérapeutique pour le cancer colorectal. Est-ce à titre préventif ou curatif? La prévention ou après, est-ce que ça peut tuer les cellules cancéreuses, ça peut détruire les cellules cancéreuses, ou bien ça évite? On sait bien que le cancer commence par plusieurs étapes, initiation, etc., promotion, différenciation et tout, et après les métastases. À quel niveau ça peut intervenir? Je crois que ça peut intervenir dans les deux cas. Voilà, parce que le fait qu'il y ait cancer, donc. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement du cancer. Oui, justement. Voilà. Il n'y a que la prévention. Donc, si on peut traiter, ça va être un miracle. C'est juste, je crois que c'est juste des remplaçants de chimio, de molécules chimiothérapiques. On a déjà chimio. Oui, déjà on l'a comparé donc à une molécule chimique déjà utilisée. C'est le capivasertib, je crois. Voilà, donc on a trouvé qu'il présente donc, le même score de Docking score. Donc en quelque sorte, donc, il peut remplacer donc, la molécule chimique qui présente plusieurs effets secondaires. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je pense que même à titre préventif, c'est bien parce que l'huile d'olive a beaucoup de vertus. Donc oui, avec le double moléculaire, là, vous confirmez ce qu'on disait sur l'huile d'olive. Mais là, il y a le facteur génétique. Donc c'est le problème. Voilà, parce que vous avez cité les causes, entre autres, alimentaires. Oui. Donc on peut déjà éviter ça. Oui, le côté alimentaire, oui, c'est possible. Mais si on parle du côté génétique, ça m'étonne que ça va fonctionner. Oui, voilà. Merci. Merci. Merci, cher professeur. Vous avez une autre question par rapport à nos deux communicantes? En ce qui concerne mon intervention, il y a ma petite question pour le Dr Bouchra Saliha. Vous avez travaillé avec le logiciel Autodoc, d'accord? Et vous avez donné déjà des dimensions du Gridbox. Concernant ce Gridbox, est-ce que vous avez... D'abord, je tiens à remercier Dr Tiden, présidente de ce séminaire, ainsi que tous les membres du comité d'organisation et scientifique
d'avoir accepté ce travail et de me donner l'opportunité de le présenter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter nos travaux aujourd'hui sur l'interaction entre protéines STAT-MIN ou ALTAP-MUT avec la molécule bioactive Thymol dans le processus cancéreux par une approche in silico. Je suis Dr Sana Sebzellel, maître de conférence de classe A à l'Université de Tlemcen, enseignant-chercheur au laboratoire de microbiologie appliquée à l'agroalimentaire, docteur en biologie cellulaire et moléculaire de l'Université d'Ivry-Val-d'Essonne, France. Sans trop tarder, on commence par une introduction. C'est quoi un microtubule? Un microtubule est le composant majoritaire du cytosquelette impliqué dans différentes fonctions cellulaires d'importance, notamment la division cellulaire au cours de laquelle il forme le fuseau mitotique. Il est composé d'hétérodimères alpha-bêta de tubulines. La STAT-MIN, une phosphoprotéine de 17 kilodaltons qui séquestre la tubuline dans un complexe non polymérisable formé par une molécule de STAT-MIN et 2 hétérodimères de tubuline, ce qui régule négativement leur assemblage et inhibe leur polymérisation. Vous avez ici la structure des microtubules et du complexe T2S. À gauche, on a la structure d'un microtubule qui est un tube cylindrique creux composé d'hétérodimères de tubuline. On trouve à l'extrémité moins dynamique la tubuline alpha, représentée en vert clair. À l'extrémité plus, la plus dynamique, la tubuline bêta, représentée en vert foncé. La polymérisation consiste à former un microtubule long, et cela par le phénomène sauvetage, en associant les hétérodimères alpha-bêta de tubuline entre eux, par hydrolyse du GTP en GTP de la tubuline bêta. L'inverse, la dépolymérisation, consiste à obtenir un microtubule raccourci par le phénomène sauvetage, et cela en dissociant les hétérodimères alpha-bêta de tubuline entre eux par déphosphorylation du GTP en GTP de la tubuline bêta. À droite, on a la structure du complexe T2S. La STAT-MIN est représentée en bleu. Elle possède 149 acides aminés. Elle s'associe avec 2 hétérodimères alpha-bêta de tubuline. Ici, on a la représentation schématique de la structure de STAT-MIN. On constate qu'au niveau du domaine interminal, on a les sites de phosphorylation sérine 16, 25, 38, en hélice alpha, sérine 63. Lorsque la STAT-MIN est phosphorylée, elle devient inactive, ce qui va inhiber son rôle déstabilisateur vis-à-vis microtubules. Le peptide E19L est issu de la région interminale STAT-MIN et c'est la plus importante région. Pourquoi? Parce que c'est cette région-là qui va interagir avec la tubuline en formant une structure bêta-herpine. Les résidus impliqués dans cette interaction sont représentés en vert: alaline 16, phénylaïne 20, leucine 22 et leucine 24. La migration cellulaire est étroitement associée à la STAT-MIN, au cours de laquelle elle inhibe la polymérisation des microtubules et réduit leur dynamique. De plus, la STAT-MIN est surexprimée dans plusieurs types de cancers et corrélée à l'agressivité et l'invasion tumorale, ce qui fait d'elle une bonne cible thérapeutique pour la lutte contre les cancers. Les monoterpènes sont issus des métabolites secondaires de différentes plantes médicinales aromatiques et présentent des effets biologiques antibactériens, antioxydants et antitumoraux dans plusieurs lignées tumorales. Vous avez ici la classification récente des monoterpènes antitumoraux faite par le scientifique Machado et ses collaborateurs en 2022. Et là, vous avez les monoterpènes cycliques antitumoraux comme le carvacrol, thymol, carovane, etc. À partir de toutes ces données, l'objectif de notre travail était d'étudier l'impact de différents monoterpènes cycliques antitumoraux sur la protéine STAT-MIN par docking moléculaire, en second lieu de sélectionner le meilleur ligand et de tester son effet vis-à-vis la STAT-MIN par des mutations au niveau de la STAT-MIN mutée. La technique était le docking moléculaire, les logiciels utilisés étaient Pirex, Chimera, Discovery, les bases de données PubChem pour nos ligands, c'est-à-dire nos monoterpènes cycliques antitumoraux, et Uniprot pour notre protéine STAT-MIN humaine. Ici, vous avez la structure de la STAT-MIN humaine.
prise du site Uniprod. On voit bien qu'elle possède le domaine interminal où il y a les sites de phosphorylation série 162538, l'hélice alpha où il y a le site de phosphorylation série 103. Il faut noter qu'on a ici le peptide I19F qui interagit avec la tubeline. Les résultats indiquent que les meilleurs ligands étaient le thymol, bornéol, enfin carvacrol, et le plus stable parmi eux, c'était le thymol qui présentait la plus haute énergie d'interaction. Par la suite, nous avons tenté d'étudier l'effet du thymol sur la stasmine mutée. Je vous indique que ces mutations n'ont pas été faites aléatoires, ça a été déjà fait, étudié par Patrick Kurmi et Sanata Betelal entre 2010 et 2014 au laboratoire SABNT France. La première mutation M1, on a la mutation KNF-R, M2, on a 15R et M3, j'ai la double mutation KNF-R à 15R. Les résultats indiquent qu'il y a des affinités de liaison entre la stasmine et le thymol, et cela, il y a 9 liaisons au niveau de valine 9. Au niveau de glutamate 10, phénylalanine 20, valine 8, leucine 22, il y a 4 liaisons avec la stasmine, il y a 9 liaisons avec la stasmine mutée KNF-R pour les mêmes emplacements de résidus. Il n'y a pas de liaison avec... Il n'y a pas de liaison avec la stasmine mutée à 15R. Il y a peu de liaison avec la stasmine double mutée KNF-R à 15R. Et cela au niveau des valine 8 et arginine 7. En conclusion, on conclut que parmi les 500 ligands testés, c'est-à-dire les monoterpènes cycliques antitumoraux, le thymol semble être le plus stable parmi eux. Il présente des interactions, des affinités d'interaction avec la stasmine wild-type et peu avec la stasmine mutée. Cependant, des études de stimulation moléculaire et d'autres tests in vivo sont nécessaires pour confirmer l'effet inhibiteur, l'effet potentiel inhibiteur du thymol sur la stasmine. Je vous remercie de votre attention. Des appareils et des mesures, donc on doit relever la durée de la traite, on doit relever la quantité résiduelle de lait et on doit relever un peu donc l'intégrité des vaches, c'est-à-dire éviter les signes d'inconfort. Donc, si la traite n'est pas rapide, complète et indolore, c'est-à-dire il y a des douleurs, bien que la procédure suivie semble correcte, une analyse des traits dynamiques peut être proposée pour vérifier la machine à traite. Cette analyse-là ne demande pas d'équipement spécialisé. L'analyse statique en dehors de la traite qui demande un équipement spécialisé et encore l'analyse dynamique qui demande un équipement spécialisé. Bon, on va passer rapidement sur ces tests. Donc, pour diagnostiquer le fonctionnement de la machine à traite et l'interface animal-machine-breur. Donc, l'objectif du testage, c'est vérifier l'état de fonctionnement. Il existe 4 contrôles. Il existe 4 contrôles en Europe. Donc, c'est obligatoire en Europe. Dans en France, donc contrôle des machines à traite, CMAT, donc contrôle des machines à traite. Les tests, le comité français interprofessionnel pour les techniques de production du lait, le COFI. Donc, ils sont les tests d'OptiTraite, CertiTraite, NetTraite et DepoTraite. Les données dans un logiciel Logimat. Et puis, donc, il vous donne un peu le rapport détaillé de l'état de fonctionnement de votre installation de traite. Et encore, il vous propose donc des choses à améliorer. Pas mal de choses à améliorer. Bon, passons à l'analyse dynamique de la traite, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tests pendant la traite. Donc ici, ces tests, ils permettent donc d'analyser les niveaux de vie et ou des débits dans l'installation. Donc au niveau de l'acrylique, du système de vie, du système de fixation, mais aussi sous les tréants. Et ça, c'est important, sous les tréants.
Ce testage-là, donc, ou bien les testages opti-traite, obligatoire, associé à un test pendant la traite, il permet d'optimiser les réglages de la machine à traite. Et c'est très important. حوايج قاعدين يخدموا فيها غادي قاعدين يطوروا في البرودكسيون ليتير بتاعهم. Bon, ici, rapidement, à titre comme 5 points de mesure, donc, de l'analyse dynamique. Donc, on va prendre les vides sous les trayants 3 fois, les variations de vides sous trayants, les vides à l'intérieur de l'embouchure, chute des vides entre la griffe et les trayants, et chute des vides entre le lactoduc et le trayant. Donc, il faut faire tester la machine à traire pendant la traite si l'on veut être certain qu'elle n'est pas source de mamie. C'est le principe du testage dynamique. Et pour faire ce testage, nous avons besoin du matériel de testage. J'ai représenté à gauche les cordes pour l'analyse dynamique. Ensuite, le PT5 d'ATV. ATV, donc c'est une société hollandaise. Donc pour les testages, on peut faire les testages statiques et les testages dynamiques, avec des adaptations. Les pulsographes, donc c'est du matériel suisse. Donc pour le testage statique et dynamique, c'est des Amnesty. Ici, le Vadia, le système en bas, le Vadia, donc c'est juste pour le testage dynamique. Mais attention, c'est pour analyser et enregistrer les niveaux de vide, uniquement les niveaux de vide. Bon, j'ai donné ici des exemples de montage du lactoduc sur tuyau long allé, et ensuite donc du pulsographe. Deux exemples donc pour le montage du pulsographe. Les pratiques de traite maintenant mécaniques à privilégier et celles à risque chez la vache, c'est-à-dire quels sont les bons gestes de la traite mécanique, ou bien les bonnes pratiques de la traite mécanique. Bon, j'ai donné deux exemples. L'exemple là où donc pour vous montrer donc une mamelle et puis la traite d'une vache. Donc avec donc vous voyez le faisceau traiteur qui est posé sur la mamelle, bien au niveau de la mamelle. Bon, l'ordre de traite c'est important. Donc il faut commencer par l'hygiénisme vélé jusqu'à arriver donc aux animaux malades qui sont atteints de maladies. Donc maintenant, n'importe comment, transmission des germes ou bien des bactéries d'une vache à l'autre. Donc il faut respecter un ordre, il faut faire ce qu'on appelle un allottement et respecter donc l'ordre. On a distingué 7 groupes. 7 groupes donc pour les vaches, donc vous avez des vaches fraîches vélées, des vaches à haute production, ensuite à moyenne production, ensuite à faible production, etc. Bon, c'est des choses, théoriquement, les techniciens font, mais c'est des choses simples. Donc il faut porter des habits propres et avoir les mains propres, respecter un ordre chronologique logique. Il faut commencer par les vaches en bonne santé, évidemment, etc. Donc, laisser la machine claire, etc. Bon, les bonnes pratiques entourant la traite mécanique bovine, ici, traire dans les règles de l'art, j'ai dit bien dans les règles de l'art, et dans une ambiance donc calme. Donc vous voyez, nous avons toutes les étapes. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ces étapes-là, donc on passe. Les bonnes pratiques entourant la traite mécanique, je vais revenir sur ces phénomènes d'impact, donc, où vous avez donc des situations à éviter qui m'ont fait comme l'arrachage des gobelets, les gouttages, les glissements et les chutes des faisceaux. Allez, il y a des fluctuations de vide, des variations de vide. Et ces variations de vide, ils vont favoriser ce
qu'on appelle un flux inversé du lait ou les phénomènes d'impact, c'est-à-dire les transferts des gouttelettes de lait entre les glandes mammaires. Et ça, c'est très mauvais. Des répercussions sanitaires importantes. Presque on a terminé. Donc, les effets de la traite mécanique sur la qualité du lait, je vais aller rapidement, et sur la santé mammaire des vaches. Bon, j'ai pris les effets d'une technique de traite défaillante sur la santé de la mamelle. Car au niveau de la traite, il n'y a pas uniquement la machine. Il y a également la technique de traite. Enfin, maintenant, la machine à traite et la technique de traite. Et au niveau de la technique de traite, si on ne respecte pas bien cette technique de traite, donc on aura pas mal de problèmes. Je prends juste un exemple. Si vous avez par exemple des entrées d'air, donc la pression sur les rayons, elle va augmenter. Les infections évidemment augmentent, etc. Toujours restant donc, au niveau de la traite mécanique et la qualité du lait. Donc dans l'ensemble, la machine à traire agit sur la qualité du lait via la qualité de stimulation. La qualité de stimulation a une influence sur la richesse du lait. Son impact mécanique sur le lait, c'est ce qu'on appelle la lipolyse, et indirectement sur la santé des tissus mammaires, donc des mammites. Ces atteintes à la qualité peuvent avoir une incidence technico-économique considérable qui justifie que l'on fasse fréquemment inspecter, régler et entretenir l'installation des traites, c'est-à-dire les réglages dont je vous ai parlé. Bon, la traite et la machine à traite, la traite c'est-à-dire la technique des traites, donc reste à l'origine des facteurs de risque importants et bien connus des infections mammaires des vaches laitières. Il faut absolument que la contamination microbiologique du lait soit réduite au minimum. La qualité bactériologique du lait trait dépend du nettoyage complet et efficace de l'installation des traites et de l'entretien de ces différentes parties. Donc, bien que la machine à traire soit utilisée 2 ou 3 fois quotidiennement par les éleveurs bovins laitiers, son principe de fonctionnement est le plus souvent mal connu. Et si vraiment il y a une méconnaissance de la machine à traire, donc cette méconnaissance va avoir une incidence par la suite sur la qualité du lait et par conséquent sur la santé mammaire. Bon, on a 3 rôles importants de la machine à traire sur la qualité du lait. Vous avez les rôles traumatisants, les rôles vecteurs et les rôles infectants. Donc si je prends par exemple les rôles traumatisants, donc lésions du tréant et des sons sphincters, donc porte d'entrée pour les germes. Donc s'il y a une lésion au niveau du tréant ou bien au niveau des sphincters, ça va constituer une porte d'entrée pour les germes. Quelles sont les causes probables? Ça peut être un vide trop élevé ou non stable, donc un vide qui fluctue, des défauts de pulsation, des manchons inadaptés, etc. Bon, les vaches sont sélectionnées, mais il y a également les populations locales, du moins dans nos pays. في Maroc, etc. C'est vrai, mais chez nous, on a des vaches importées, mais femmes dans les populations locales. Non. C'est pas grave. Comme conclusion, la conformation de la mamelle donc,
hauteur du plancher, positionnement des triangles, etc. Elle a une grande importance au niveau de l'aptitude à la traite et de la contamination du lait. Donc c'est important de choisir de bonnes conformations. L'aptitude à la traite est à la fois d'ordre morphologique et fonctionnel. Les machines ont été adaptées aux caractéristiques morphologiques des triangles, mais les vaches ont été également sélectionnées pour être traites de façon mécanique. Donc la traite mécanique, on ne peut pas l'appliquer sur n'importe quelle mamelle. Donc il faut sélectionner donc, les mamelles, c'est-à-dire avoir de bonnes conformations. Pour traire confortablement un lait de qualité, recourir à un matériel adapté, des bons réglages, un bon suivi du matériel et une bonne technique. Merci pour votre attention. Important conference. This event has brought together brilliant minds, experts, and innovators from various fields, all dedicated to exchange of knowledge and ideas. Without further ado, I'd like to introduce our exceptional students and researchers who will be presenting their work on bioactive molecules and alternative medicine. I will give 10 minutes for each participant. The first participant is Nafir Dalila. She comes from University of Sétif. Her work is in vitro and in vivo antioxidant activity of phenolic compounds of dry meshdigladat gel. Thank you. Bonjour, bonsoir. Je suis Nafir Dalia, PhD student in the University of Sétif. Je vais présenter avec vous mon travail expérimental intitulé In vitro and in vivo antioxidant activity of phenolic compounds of dimeshdigladate gel. L'alimentation joue un rôle clé dans le maintien d'une bonne santé et il est important de trouver un équilibre dans notre consommation de nutriments essentiels. Les dattes, une véritable perle pour les populations du Sahara, comme l'olivier, l'est pour les populations méditerranéennes. En particulier, la variété Meshdigla sont une excellente source d'énergie, de vitamines, fibres, minéraux et de minéraux. Une étude a été menée pour évaluer les avantages potentiels de la confiture de dattes Meshdigla sur la santé humaine. On commence par le matériel végétal. Donc on a utilisé la confiture de dattes qui... D'abord, ce schéma se résume comment on a obtenu la confiture de dattes. D'abord, on a dénoyauté les dattes, les laver et les couper par longueur. Après, il y a un gonflement dans l'eau pendant 1 heure et nos dattes sont subies une cuisson pendant 4 heures à feu faible. Après une filtration 2 fois par un tamis et un filtrat liquide. Le filtrat liquide peut être homogéné après une cuisson de filtrat pendant 30 minutes à feu faible et comme ça on obtient nos confitures de dattes. Voilà quelques produits chimiques et réactifs qu'on a utilisés dans l'expérimentation. Donc on commence par l'activité antioxydante in vitro. Ce schéma présente toutes les activités qu'on a fait in vitro. D'abord, on commence par le dosage
polyphénols totaux qui est effectué selon la méthode de Follin, où l'acide gallique a été utilisé comme standard. On a le dosage des flavonoïdes totaux qui a été effectué selon la méthode de trichlorure d'aluminium, où le quercétine a été utilisé comme standard. On a le test de bêta-carotène qui a été effectué selon la méthode de Miller, où le BHA a été utilisé comme standard. Le test de pH qui a été effectué selon la méthode de Barry, de Bury, où la quercétine aussi a été utilisée comme standard. Et on a aussi le dernier test, c'est le pouvoir réducteur de la confiture de date, qui est déterminé selon la méthode d'Oazy, où le BHT a été utilisé comme standard. Et le schéma n'est pas clair. En vert en dessous, c'est la méthode exactement comment on a fait dans le laboratoire. Le premier tableau présente les résultats. Le premier tableau présente la teneur en polyphénol et flavonoïdes de la confiture de date, où les résultats ont montré que la teneur en polyphénol de la confiture de date est environ 146 g par millilitre extrait, et aussi que la teneur en flavonoïdes totaux de la confiture d'environ 0,47. Le deuxième tableau montre que la confiture présente une activité antioxydante, ici c'est égale à 0,45, significativement inférieure de celle de la quercétine. Et aussi on a le tableau 3, les résultats obtenus montrent que la concentration effectrice de la confiture de date est largement supérieure de celle de la BHT, et donc un pouvoir réducteur significativement inférieur. Les figures en dessus montrent que les changements dans le pourcentage d'inhibition de l'oxydation de l'acide lénoléique sous l'influence de la confiture de date par rapport à celle de l'antioxydant synthétique BHA contient moins positif pendant 24 heures dans les mêmes conditions. Les résultats montrent que la capacité de la confiture de date à protéger la bêta-carotène contre la dégradation est diminuée significativement au cours de 24 heures de l'expérience comparée au BHA qui garde une activité protectrice le long de 24 heures. Voilà un schéma qui représente toute l'expérimentation in vivo qu'on a fait. D'abord, on a apporté 40 rats femelles qui ont subi une période d'adaptation de 2 semaines. Après, on a divisé ces rats en 5 groupes. Le premier groupe, c'est un groupe négatif qui est traité avec du NaCl. Le deuxième groupe, c'est un groupe positif qui est traité avec de vitamine C. Le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe qui sont traités avec de notre confiture de date, 2 kg par kilogramme, 1 kg par kilogramme et 0,5 g par kilogramme. Après 21 jours de traitement, ça viendra le sacrifice. On a fait un prélèvement sanguin pour un dosage des paramètres biochimiques tels que la glycémie, l'urée, la créatinine, cholestérolémie, etc. Et on a le prélèvement des organes pour un dosage des marqueurs de peroxydation lipidique tels que l'MDA, malondoïde et GSH. Donc, on commence par nos résultats par rapport au poids corporel et le poids relatif des organes. L'administration de la confiture de date, je déclare précisément, n'a montré aucun effet sur la concentration, sur la croissance corporelle normale par rapport au groupe témoin, et ce qui apparaît dans les résultats illustrés dans la première figure. Et le calcul des poids relatifs des organes tels que le foie, les reins et l'estomac ne montre aucune différence significativement entre les 5 groupes étudiés. Donc l'administration de la confiture de date n'aurait donc pas d'influence sur le poids des organes. L'effet du traitement sur la glycémie ne montre aucune différence aussi significative dans la concentration plasmatique du glucose entre les 5 groupes traités. Et c'est dans la figure à droite. Et les résultats obtenus ne montrent aucune variation significative au taux plasmatique du triglycéride chez les 5 groupes étudiés. Dans ces figures-là, il n'y a pas de différence aussi significative de la concentration plasmatique du cholestérol HDL et LDL, et aussi du concentration plasmatique des protéines totaux. Par contre, on n'a pas la concentration
en urinée ne montrent pas de différence significative. Par contre, nos résultats montrent que l'administration des 3 différentes concentrations de la confiture de date provoque une diminution significative de la teneur plasmatique en créatinine par rapport au groupe témoin, ce qui pourrait être d'une amélioration de la fonction rénale, comme on présente le schéma ci-dessus. Et les données concernant la variation des taux de malondéhyde et de glutathion réduits au niveau du foie chez les rats témoins et traités par la confiture de date sont illustrés comme suit. On constate que l'augmentation de la dose de confiture administrée influence significativement la diminution de la concentration du MDA. Ceci pourrait indiquer un effet protecteur de la confiture de date contre la peroxydation lipidique liée à la forte teneur en polyphénol et leur effet antioxydant. Et aussi, les résultats illustrés dans la figure 13 qu'on voit suggèrent que la confiture maintient le taux de GSH au niveau élevé chez les groupes traités par rapport aux groupes TMR négatifs. Donc, ce travail a démontré que la confiture de date Mejdegla est riche en composés phénoliques ayant des propriétés antioxydantes. Elle joue un rôle protecteur et réduit les marqueurs de la peroxydation lipidique en améliorant la fonction rénale. Il serait intéressant de rechercher des composés responsables de ces effets bénéfiques pour envisager leur utilisation dans la fabrication des médicaments contre les maladies liées au stress oxydatif. Et merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, maintenant. Merci, Dr. Nafil Dalila. Avez-vous des questions? Sheraft, évaluation de l'effet anti-néphrolytiasique de l'extrait éthanolique de fruits de Pistacia lentiscus via la régulation de la production de peroxyde d'hydrogène dans les cellules épithéliales tubulaires proximales. Université de Béjaïa. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, merci mesdames les modératrices. Honorée aujourd'hui d'être ici parmi vous. Je dois d'abord remercier le comité scientifique de m'avoir donné l'occasion de participer à ce séminaire. Donc, sans tarder, je commencerai ma présentation intitulée Évaluation de l'effet néphrolytiasique de l'extrait éthanolique de fruits de Pistacia lentiscus via la régulation de la production de peroxyde d'hydrogène dans les cellules épithéliales tubulaires proximales HK2. Donc, je commencerai par une toute petite introduction suivie du matériel et méthode appliquée. Par la suite, on montre les résultats obtenus, puis on conclut avec une toute petite conclusion. Donc, sans tarder, je commencerai la présentation. Donc, comme vous savez très bien, ces dernières années, il y a l'émergence de plusieurs pathologies dans les maladies rénales, notamment les lithiases urinaires. Donc, on se pose la question, c'est quoi la maladie ou bien les lithiases urinaires? En fait, c'est une pathologie récidivante multifactorielle donc, qui est un ensemble de concrétions cristallines pathologiques de nature minérale avec une composante organique. Donc cette pathologie touche 1 à 15% de population mondiale avec une prédominance du composé océan ou bien l'oxalate de calcium monohydraté avec ration homme-femme. Donc cette pathologie ou bien la formation de ces cristaux résulte de plusieurs étapes successives. Donc selon deux processus, bien évidemment la cristallogénèse et la lipogenèse. Donc en cas d'une cristallurie faible, donc il y a l'élimination de ces cristaux par le rein, soit par une adhésion suivie par une endocytose et les composants sont recyclés. Par contre, en cas d'une cristallurie
avancée ou bien poussée, prolongée. Donc on assiste à une néphrotoxicité qui se manifeste bien évidemment par un stress oxydant, l'inflammation, mais aussi la mort cellulaire. Donc cette pathologie qui se développe à bas bruit durant des années, est prise en charge par différents traitements. D'abord, elle se manifeste par une colique néphritique et sa prise en charge via différents traitements, notamment les traitements médicamenteux, mais aussi chirurgicaux. Donc les effets néfastes de ces derniers a nécessité en quelque sorte le retour à l'utilisation des plantes médicinales, la phytothérapie pour traiter cette pathologie. Et c'est dans ce contexte que notre étude s'inscrit pour vérifier l'effet antinéphrolithiasique d'un extrait d'une plante médicinale aromatique très utilisée par la population locale mais aussi mondiale. Une plante qui a prouvé des effets thérapeutiques non seulement dans le traitement du cancer, des traitements à caractère inflammatoire, mais aussi d'autres pathologies, et cela via la vérification de l'implication du stress oxydant. Ici, dans cette partie d'étude, on s'intéresse à la production de peroxyde d'hydrogène H2O2 dans le modèle cellulaire, les cellules épithéliales tubulaires proximales HK2. Donc en premier lieu, les fruits de Pistachia lentiscus ont été récoltés au mois de décembre, début décembre, dans un endroit loin de toute population, dans la région de Sidi Ayad, wilaya de Béjaïa. Donc ces fruits ont été broyés. La pâte obtenue par la suite a été soumise à une extraction à l'éthanol, précédée par une extraction avec de l'hexane. À la fin, on obtient un extrait éthanolique sec, voilà, donc EFPL pour extrait éthanolique de Pistachia lentiscus. Donc ce dernier a été soumis à un dosage ou bien screening phytochimique où plusieurs métabolites secondaires ont été dosés par différentes méthodes colorimétriques. Voilà. Par la suite, un dosage du taux de H2O2 in vitro a été réalisé afin de déterminer l'IC50. Et ce test, ou bien le dosage de H2O2, a été effectué aussi au niveau cellulaire, bien dans les surnageants cellulaires de HK2, bien les cellules rénales humaines HK2, en utilisant un kit complexe RET, peroxyde d'hydrogène, peroxydase, et le nombre, bien, les résultats sont exprimés en équivalence au nombre de cellules. Donc le résultat obtenu de screening phytochimique a montré que cet extrait est très riche en termes de métabolites secondaires. Bien ici, on présente un seul extrait, mais comparativement aux autres extraits qui ont été testés, il a montré de c'est-à-dire bons résultats en termes de sa richesse en métabolites secondaires présentés ici. Donc, par la suite, comme on l'a expliqué dans la partie matériel et méthode, on s'est intéressé à ce test antiradicalaire, bien la neutralisation de H2O2. On sait très bien que le stress oxydant a été impliqué, a été rapporté comme facteur impliqué dans la néphrotoxicité. Donc les résultats de l'activité anti-H2O2 de cet extrait a montré un excellent effet avec une IC50 de 3,6 faible comparativement à l'acide ascorbique, molécule standard qui est connue pour son effet antiradicalaire ou bien antioxydant d'une manière générale. Donc, ainsi, des facteurs de corrélation très importants ont été notés pour les phénols totaux, flavonols, glycosylés. Si on a représenté les meilleurs R,
comparativement aux autres, c'est qui étaient des facteurs moyens ou bien des facteurs, on va dire, inversement proportionnels à cette composition en termes de composés phénoliques d'une manière générale. Donc, passons maintenant au dosage du taux H2O2 intracellulaire. Vous voyez sur cette figure que le résultat vient de l'effet de l'extrait éthanolique à deux concentrations, 35 et 70 microgrammes par millilitre, sur la production de H2O2 après 24 heures d'incubation, bien d'exposition aux cellules HK2 des cristaux OCM testés à 200 microgrammes par millilitre. Je tiens à attirer votre attention comme quoi ces concentrations qu'on a testées ici ont été c'est-à-dire sélectionnées après des tests à la résazurine. On a déterminé la concentration de OCM qui est de 200 microgrammes par millilitre et les concentrations non cytotoxiques de cet extrait qui sont de 35 jusqu'à 70 microgrammes par millilitre. Donc, le résultat montre des taux équivalents en termes de production ou bien de taux de H2O2 équivalent par rapport aux cellules saines, suggérant l'absence du stress oxydant en présence seulement de ces extraits. Donc, l'absence de toxicité de ces deux concentrations, c'est une vérification, encore une fois, de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Par contre, des taux significativement élevés en H2O2 ont été montrés à la condition de test avec OCM, ou bien d'oxalate de calcium de monohydraté à 200 microgrammes par millilitre, qui tend à diminuer après traitement avec l'extrait de Pistachia lentiscus, suggérant que cet extrait a neutralisé les teneurs en H2O2. Donc sur ce, on peut dire comme quoi, grâce à sa richesse en composés phénoliques, notre extrait testé ici, l'extrait de fruits de Pistachia lentiscus, semble conférer une protection contre les altérations induites par les cristaux OCM via son potentiel antioxydant, dans notre cas anti-H2O2, apportant une base scientifique sur l'utilisation de cette plante dans le traitement de la maladie des calculs urinaires. Donc avant de vous remettre la parole, mesdames, je tiens à remercier mon laboratoire de biochimie appliquée, à leur tête professeur Ahmani Djobbar, et les deux laboratoires d'accueil belges où j'ai effectué les tests de néphrotoxicité, notamment le professeur Mortier et professeur Antoine, mais aussi professeur Stevini. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous rends la parole. Merci, mesdames. Je me présente, Madame Soumoussa Fardima, enseignante au niveau de l'Université de Chlef, chère assistante. Permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé, les plantes médicinales utilisées par la population de Chlef pour prévenir et lutter contre la COVID-19. Bon, pour ce travail, on a appuyé sur le plan suivant, bien sûr une introduction, objectif, résultat de discussion, on terminera par la suite par une conclusion avec quelques recommandations. Comme introduction dans notre travail, on peut dire que l'Algérie, comme les autres pays du monde, a été touchée par la pandémie du Covid-19 à partir du 25 février 2022, plus de 2020. Il a été enregistré des valeurs très importantes, que ce soit pour les personnes testées positivement ou bien les personnes décédées depuis le début de cette pandémie. En l'absence d'un vaccin adéquat contre le virus Covid-19, les chercheurs ont pensé de chercher des nouvelles substances naturelles, bien des remèdes naturels pour lutter cette maladie. Il recourt à l'utilisation des plantes médicinales est très
cours de cette pandémie, que ce soit pour l'Algérie ou bien pour le monde entier. Cette utilisation de plantes médicinales peut être considérée comme une solution alternative pour renforcer l'immunité, lutter et prévenir les maladies, ou bien la maladie de Covid-19. Donc, dans ce contexte, plusieurs études ont été menées, dont la présente étude qui s'intéresse pour la connaissance des plantes médicinales utilisées par la population de Chlef pour la prévention et la lutte contre la Covid-19. Donc, cette étude a été menée auprès de la population de Chlef durant la période de février 2022 à avril 2020, à l'aide ou bien auprès d'une population, bien un échantillon de 402 personnes. Cette étude, bien cette enquête, a été menée à l'aide d'une fiche questionnaire qui était axée ou bien répartie en 3 parties. Dans la première, sur le profil des informateurs, en deuxième partie, sur l'expérience avec la COVID-19, et la dernière partie se concerne sur le répertoire des plantes citées par les populations enquêtées. Pour le traitement des données ainsi récoltées, nous avons calculé 3 indices, à savoir la fréquence relative de citation, la valeur d'importance familiale et la valeur de la partie de la plante utilisée. Pour l'étude de la diversité floristique, donc la flore ainsi inventoriée a été abordée du point de vue systématique, biologique, morphologique et géographique. Comme résultat, le tableau suivant représente les caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées. On peut dire que la majorité des personnes enquêtées, ce sont de sexe féminin, âgées de 20 à 30 ans. Ce sont des personnes mariées avec un niveau académique universitaire, sans profession et n'ont pas des problèmes pour les maladies chroniques. Concernant la diversité floristique des plantes ainsi récoltées ou bien recensées, on peut dire qu'on a enregistré un nombre de les valeurs ne figurent pas, donc une valeur de 32 espèces appartenant à 32 genres qui est répartie en 18 familles botaniques. Donc les familles les plus représentées sont les myrtacées, les lamiacées, les astéracées, les apiacées et les gingivéracées, avec 3 espèces chacune. Ces plantes, plutôt ces espèces, sont de type morphologique vivace et ont un spectre biologique qui sont des phanérophytes, c'est-à-dire des plantes visuelles. Concernant toujours pour la diversité floristique, donc la majorité des espèces citées sont de type ou bien appartiennent à l'élément méditerranéen et elles sont de nature spontanée, plutôt cultivées. Donc la valeur ne figure pas, c'est la valeur la plus importante, suivie par les plantes spontanées et en dernier lieu, on se figure les plantes importées. Concernant la partie phytothérapie, la figure 8 représente la répartition des familles botaniques en fonction de BIF, c'est-à-dire la valeur d'importance familiale, qui revient beaucoup plus aux myrtacées ou lamiacées, qui est la famille qui représente les plantes médicinales et aromatiques, et la famille de rutacées. La figure suivante représente les différentes espèces ou bien plantes citées selon leur valeur de citation. Les plantes les plus citées par ordre croissant pour le traitement ou bien la prévention de la COVID-19 sont les suivantes. En premier lieu, on trouve l'espèce Cispros limon, c'est-à-dire le citron. En deuxième position se trouve l'eucalyptus, l'espèce Eucalyptus globulus.
En troisième position, le clou de girofle, ou bien Syzygium aromaticum. Et en quatrième position se trouve l'espèce Tubus vulgaris, ce qu'on appelle le thym. Donc, selon la bibliographie, ces espèces ont des valeurs ou bien des molécules très actives concernant le traitement ou bien la prévention de plusieurs maladies, surtout pour le système respiratoire. Par exemple, l'espèce de limon, ce qu'on appelle le limon ou bien le citron, qui appartient à la famille de Rotacea, a une activité thérapeutique utilisée beaucoup plus pour le traitement des influenza et des inflammations. Et comme activité biologique, elle est considérée comme un inhibiteur potentiel de la COVID-19. La même chose pour l'eucalyptus, qui a des valeurs thérapeutiques considérables. Cette espèce est utilisée beaucoup plus pour les douleurs et la grippe, et elle est considérée comme inhibiteur de SARS-CoV. Toujours, la troisième espèce, Syzygium aromaticum, ce qu'on appelle Groffel, ou bien le clou du girofle, qui appartient à la famille des Myrtaceae. C'est une espèce à une valeur thérapeutique très importante. Elle est considérée comme stimulant carminatif et a une activité biologique. Elle est considérée comme inhibiteur potentiel de COVID-19. La même chose pour la quatrième espèce, Sata, ou bien le thym, Tubus vulgaris. C'est une espèce appartient à la famille de l'Aviaceae, qui a des vertus thérapeutiques très importantes. D'ailleurs, elle est utilisée pour le traitement des grippes et des problèmes respiratoires, et elle est considérée comme espèce inhibitrice de COVID-19. Passons maintenant au mode d'utilisation des plantes ainsi réparties ou bien citées. Donc, concernant la partie utilisée, on remarque que la partie aérienne et les feuilles est considérée comme la partie la plus utilisée. La plupart des remèdes sont utilisés ou bien sont préparés sous forme de décoction par voie orale. Concernant la durée d'utilisation de ces plantes, la durée varie. Bien, la durée la plus remarquable, c'est que le traitement utilisé par les répondants ou bien par les participants pour une durée de 2 à 7 jours. En conclusion de notre travail, on peut dire que notre enquête a permis de répertorier 32 espèces différentes qui répartissent en 18 familles botaniques. Il a été conclu que les plantes les plus citées sont le citron, l'eucalyptus, le clou du girofle et le thym. La majorité des personnes enquêtées référées à la phytothérapie. La plupart des participants ont également souligné que l'utilisation de ces plantes s'est avérée très efficace, que ce soit pour la prévention ou bien pour le traitement contre la COVID-19. Comme recommandation, on peut dire qu'il est très important de savoir que ces plantes médicinales ne sont pas toujours sans danger, car une utilisation excessive ou bien sans connaissance médicale préalable peut par la suite causer des dégâts mortels. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. À vous la parole, madame. Il peut effectuer un rôle thérapeutique dans l'infertilité masculine et l'amélioration des rapidités des spermes. Donc, environ de 30% des hommes adultes souffront d'une prostatite bactérienne chronique qui se manifeste par des infections récurrentes des voies urinaires. Donc, la prostatite chronique, c'est une inflammation de la glande prostatique généralement d'origine infectieuse bactérienne en homme. L'objectif de notre travail, c'est l'extraction de lycopène à partir de sources alimentaires locales, la purification du lycopène par des méthodes nouvelles et rapides
pour avoir un bon rendement avec un coût faible, et caractérisation et identification de lycopène par UV visible, qui est chromatographie HPLC, et l'encapsulation du lycopène par conservation complexe alginate de sodium et agar-agar, l'étude de l'effet synergétique antimicrobien entre lycopène et l'huile amivisnaga, et l'étude de l'effet thérapeutique de lycopène, celle au combiné avec céphaloxime, sur prostatite chronique bactérien, par Staphylococcus chez les rats Oyster. Donc, on a extracté les lycopène à partir de sources locales, le concentré de tomate carbamol et pastex sur l'estramatus de Stagam. En commençant par la déshydratation de la pâte de tomate par l'acétone, puis on ajoute un mélange de solvant l'éther de pétrole et l'hexane sur la pâte de tomate. Le solvant récupéré, c'est des carotinoïdes, de couleur rouge foncé afin de purifier le lycopène. Donc pour la purification du lycopène, on a utilisé la méthode de cristallisation par l'utilisation d'un antisolvant. C'est une nouvelle approche. Donc on a utilisé par la première fois le diaméson comme un antisolvant. Ce dernier permet de dissolver ou bien tous les carotinoïdes de tomates et isoler le lycopène comme des cristaux. Pour l'extraction à partir de pastèque, donc le fruit rouge, le fruit de pastèque a été rincé d'abord par l'eau de robinet, puis par l'eau distillée. Pour récupérer le jus, on a broyé à l'aide d'un broyeur mécanique un mélange de jus de pastèque mélangé avec un volume d'acétone et centrifugé à 3000 tours pendant 15 minutes. Le kilo rouge de lycopène correspondant au lycopène rincé 2 fois par l'éthanol et séché à l'étuve à 40 degrés Celsius. Pour l'optimisation de la méthode de purification, on a utilisé la méthode de surface Box-Benheck Experimental Design. On a choisi 3 paramètres. Les 3 paramètres qui ont un effet positif sur la purification de lycopène ou bien sur le rendement de lycopène. Donc c'est le volume d'antisolvant, la température d'évaporation et le volume de filtre. Environ de 15 expériences ont été réalisées au niveau de labo et traitées par le logiciel Design Expert pour comparer les rendements de lycopène expérimental par les lycopènes rédactés. Donc pour la caractérisation de lycopène, on a utilisé visible, donc un balayage entre 200 et 600 nm de lycopène standard et le lycopène purifié par notre méthode ont été étudiés dans 2 solvants organiques, l'hexane et toluène. Pour la spectrophotomètre infrarouge a été utilisé pour identifier et caractériser la molécule de lycopène pur. Et on a utilisé aussi l'HPLC, donc l'analyse par l'HPLC permet d'identifier et confirmer la pureté des cristaux de lycopène. Pour la méthode d'encapsulation, on a utilisé la méthode de la conservation complexe alginate de sodium agar-agar. Donc les tests pour former des baies a été réalisé à l'aide d'un seringue dans les solutions CaCl2 et les baies récupérées et rincées par l'eau déminéralisée. Pour l'effet synergétique antimicrobien de lycopène et l'huile amivisnaga, cette activité a été évaluée. On teste 2 bactéries gram positives Staphylococcus aureus, Bacillus aureus et 3 grammes négatifs Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et une levure candida albicans. On a utilisé la méthode de Shekel-Bell pour calculer le I-fix, c'est-à-dire l'indice de la concentration inhibitrice fractionnelle. Donc si le I-fix est inférieur de 0,5, c'est synergisme total. Si le I-fix est inférieur entre l'intervalle 0,5 et 0,75, synergisme partiel. Si le I-fix entre 0,75 et 2, pas d'effet. Et si le I-fix supérieur de 2, c'est le phénomène antagonisme. Pour la partie in vivo, la souche utilisée dans cette expérience est une souche gram-positive qui provient du laboratoire Prévy.
cette souche a été isolée à partir d'un sperme d'un patient atteint de prostatite chronique. La bactérie a été isolée et identifiée par le VITEC automatique. Pour les animaux utilisés dans cette partie, c'est des rats Wistar qui a été ramené de l'Institut Pasteur, des rats, bien sûr, des rats mâles. Donc, pour provoquer la prostatite chronique chez les rats, premièrement, on a préparé une suspension bactérienne. Donc, la suspension, la bactérie a été incubée à 37 degrés pendant 18 heures. Sont privilégiés ainsi par la physiologie stérile. Puis on met en suspension afin d'ajuster la densité optique 0,01 à 0,8 afin qui correspondant à 10 à la puissance 8 IFC par millilitre. Donc pour les différentes étapes de provocation de la prostatite, c'est-à-dire l'installation de la Staph aureus, 25 cas ont été anesthésiés par une injection intramusculaire de la kétamine, 50 mg par kg, et la zone génitale a été nettoyée avec l'alcool, 70%. Ensuite, un cathéter de type pédiatre a été inséré dans l'urètre. Puis on a injecté 0,2 litre de la suspension bactérienne correspondant 10 à la puissance 8. L'anesthésie est maintenue pendant 1 heure pour éviter toute fuite urinaire due au mouvement d'air. Donc, après 4 semaines de l'installation de l'agent pathogène, et pour confirmer l'établissement de la prostatite chronique bactérienne, un prélèvement d'échantillons des urines et du sperme a été effectué comme suit. Les urines ont été récupérées aseptiquement dans la zone stérile devant benzène pour réaliser un dénombrement bactérien ou bien pour un dénombrement bactérien. Les prélèvements des spermes chez les rats ont été réalisés selon le protocole de Zampi et Hall. Donc les spermes récoltés dans un épindof et une goutte de sperme de chaque rat frottés sur une lame et coloré par coloration de gamma Michael Johnson. Et le reste du sperme ensemencé sur gyrosol sans frais. Après la confirmation de l'installation de modèles prostatiques bactériens, on a réparti les rats en 4 groupes. Et le 5e groupe, c'est des rats sains. Donc le premier groupe, c'est le groupe Timois, reçoit l'eau physiologique 2 fois par jour pendant 2 semaines. Deuxième groupe, c'est des rats reçoivent un lycopène 10 mg par kg 2 fois par jour pendant 2 semaines. Le 3e groupe reçoit la céphalosine, c'est un antibiotique, 2,5 mg par kg 2 fois par jour pendant 2 semaines. Le 3e groupe, ou bien le 4e groupe, reçoit la combinaison entre lycopène et l'antibiotique céphalosine 2 fois par jour pendant 2 semaines. Et le 5e groupe, c'est le Timois positif, c'est des rats modèle prostatite chronique bactérienne. Reçoivent de la physiologie 2 fois par jour pendant 2 semaines. Après 2 semaines de traitement, les rats ont été anesthésiés légèrement, les prostates récupérées dans les conditions aseptiques. Une partie de chaque prostate a été soniquée et subit des dilutions pour réaliser un dénombrement bactérien. Le reste de prostate fixé dans le formol pour réaliser une étude histologique. Donc voilà le schéma qui résume les différentes analyses dans cette partie. Donc l'analyse microbiologique des urines et des tissus prostate, l'analyse antigénique, c'est-à-dire l'analyse de gènes, antigènes spécifiques prostatiques, et l'étude histologique des glandes de prostate. Pour résultat et discussion, donc l'enrôlement de lycopène a été déterminé par rapport à 100 g de matière première exprimée en pourcentage. Il est estimé de 0,27 et de tomate concentré et 0,18 pour pastèque. Ce rendement est satisfaisant par rapport au littérature. Pour les vides visibles, on remarquait une similarité entre lycopène vérifié par notre méthode par rapport au lycopène standard. La même chose pour l'infrarouge. On remarquait une grande similarité entre les spectres de lycopène vérifiés par notre méthode par
Pour les chromatogrammes par HPLC, aussi il y a une grande similarité entre les copains standards et le copain vérifié par l'antimicrobe, avec un temps de rétention de 4 minutes. Pour le résultat d'optimisation de conditions de vérification, donc l'objectif de cette méthode, c'est pour donner une équation mathématique pour calculer le lycopène en milligrammes par gramme. Et les volumes, bien, les conditions optimisées, c'est le volume de filtre à 20 ml et température de 50 degrés et l'antisolvant de diamètre 5 ml, avec qui a donné un rendement de 2,73 mg par gramme. Voilà les courbes dimensionnelles et 3 dimensionnelles présentées, l'effet interactif de chaque paramètre à l'autre. Par exemple, le diamètre sur la température, la température sur le volume de filtre. Pour l'encapsulation, donc 4% d'alginate, c'est la concentration idéale pour former des billes rigides et résistants. Pour l'activité synergique entre les lycopène et l'huile essentielle, il y a une grande activité synergique par rapport à tous les bactéries. Donc l'huile essentielle non seulement facilite la solubilité de lycopène, aussi il a amélioré l'activité antimicrobienne de ce dernier. Pour le modèle prostatique bactérien, donc sur les 25 rats, 21 rats développé un prostatite chronique bactérien. Ce résultat est confirmé sur le plan microbiologique par une uriculture et spermoculture. On va remarquer à l'OBETA de chaque colonie, ça veut dire qu'il y a la présence de Staph aureus avec confirmation de coloration de gain. Aussi, la coloration de Magellan-Janssen du sperme confirme la présence d'un nombre important de leucocytes chez les 21. 3 rats qui n'étaient pas éjaculés sont exclus de cette expérience. Donc, pour le résultat microbiologique quantitatif de culture des urines et des tissus prostatiques, on remarque qu'il y a une diminution significative des colonies UFC chez les groupes traités par céphaloxine et les groupes traités par lycopène céphaloxine. Pour les coupes histologiques, on remarque que après 4 semaines de traitement, on remarque qu'il y a chez les témoins positifs, il y a une étance de macrophages, de l'odème dans les acides de la prostate. Et le groupe traité par lycopène, il y a une infiltracellulaire focalisée et légère. Le groupe qui est traité par le céphaloxine, il y a l'absence totale des macrophages, mais toujours il y a l'absence de l'odème. Par contre, le groupe qui est traité par lycopène céphaloxine, les acides retrouvent leur taille, les tissus fibreux sont normaux, donc et l'absence de l'odème total. En conclusion, dans la présente étude, l'extraction de lycopène a été effectuée par 2 sources alimentaires locales, le fruit pastèque et le concentré de tomate. Le DMSO a été utilisé comme un antisolvant pour la purification du lycopène à partir de concentré de tomate par la méthode de cristallisation. Cette purification a été confirmée par des méthodes de caractérisation EVI visible, FTIL et HPLC. Les résultats de la conception Box-Benhay ont permis de développer un modèle quadratique pour la prédiction de rendement de lycopène pur en fonction de 3 paramètres: le volume de filtre à 20 ml, une température de 50 degrés, un volume d'antisolvant de 5 ml avec une teneur satisfaisante en lycopène. Les résultats de l'effet thérapeutique du lycopène sur la prostatite suggèrent qu'ils peuvent avoir un effet synergétique lorsqu'il est utilisé conjointement la céphaloxine avec lycopène pour le traitement de la prostate chronique bactérienne causée par Staphylococcus aureus. Merci pour votre attention. Merci à vous. Alors, c'est Madame Ham Hadjera. Votre présentation est très intéressante, la thématique
on comprend bien, on va prendre beaucoup de tomates conserve, c'est ça? Tomates conserve et pastèque. Et pastèque, ok, d'accord. Alors, du traitement de l'envenimation scorpionique, évaluation immunologique et physiologique. Alors, l'envenimation scorpionique est un problème de santé publique et un énorme fléau socio-économique. Le mécanisme physiopathologique de l'envenimation scorpionique commence par une piqûre de scorpion et qui aboutit inévitablement à des perturbations cardio-respiratoires, des réponses inflammatoires et des altérations tissulaires. Le traitement spécifique qui existe actuellement repose sur un traitement symptomatique associé à une immunothérapie passive qui consiste à l'administration des immunocérums hétérologues contenant des fragments d'anticorps neutralisant Fabry 2 d'origine équine. Les inconvénients majeurs de cette procédure sont la souffrance des animaux, les réactions secondaires sévères et les effets indésirables des anticorps des mammifères. Alors, notre perspective de traitement était d'utiliser les IgY des poules immunisées. Donc, partant du principe que les anticorps se passent du sang vers le jaune d'œuf. Donc, c'est ça la pierre angulaire de notre recherche qui est la suivante. À ce moment-là, on se pose la question: quelle est l'efficacité et la spécificité de l'immunisation des poules pondeuses pour la production des anticorps IgY comme une alternative? Nous avons mis en place une approche expérimentale qui comprenne une immunisation des poules pondeuses. Alors, des poules pondeuses ont été immunisées avec des doses croissantes de venin de serpent lors de 6 immunisations réparties sur une période de 148 jours et des prises de sang régulières ont été effectuées ainsi qu'une collection quotidienne des œufs. Parallèlement, nous avons effectué une série de paramètres cliniques, histopathologiques, inflammatoires, de statiredox, et après avoir collecté les œufs, nous avons entrepris l'extraction et la purification partielle des IgY à partir du jaune d'œuf, et nous avons caractérisé ces anticorps par le test ELISA. Passons maintenant aux sections des résultats. Concernant les paramètres cliniques, l'état de santé général des poules, nous constatons qu'il n'y a aucun signe de détérioration de l'état de santé général des poules immunisées par rapport aux poules témoins. Concernant la production des œufs, alors le test statistique de Student a révélé une diminution très significative du taux de ponte après la 2e immunisation, qui s'est rétablie après la 4e immunisation. Cependant, la comparaison totale de la production totale des œufs a révélé que les poules immunisées ont produit plus d'œufs par rapport aux poules témoins. Donc on peut dire que l'immunisation des poules pondeuses peut améliorer la performance de ponte. En ce qui concerne le poids, l'immunisation n'a pas eu d'impact sur le poids des poules immunisées. Concernant l'étude histopathologique, donc tout ce qui est en haut, ça concerne les tissus des poules immunisées et en bas, les tissus des poules témoins. Donc on va se focaliser sur les tissus des poules immunisées parce que les poules témoins sont sains exempts d'anomalies. Alors, en ce qui concerne la rate, nous avons observé une infiltration des éosinophiles, les poumons, une infiltration dans la muqueuse bronchique, dans les reins, on observe une extravasation des éléments inflammatoires en périplasmique. Dans le cœur, on observe aussi une excroissance fibrinoïde, mais la structure, elle est conservée. Et quant au foie, on observe une infiltration inflammatoire. Donc on peut dire qu'il y a une inflammation qui persiste encore après l'euthanasie des poules immunisées. Concernant les paramètres inflammatoires représentés dans notre étude par l'EPO et le MPO, on observe une augmentation très significative des paramètres EPO et MPO après la 1re et la 2e immunisation, qui peut donner une idée de l'activation du système immunitaire inné et la libération de ces deux paramètres
répondant à l'inflammation. Au niveau tissulaire, nous avons observé une augmentation de l'EPO pulmonaire, ce qui peut suggérer que l'immunisation des poules pondeuses a un impact de la régulation de l'EPO pulmonaire. Pour le statiridox, des deux paramètres représentés dans notre étude par le NO et la catalase, au niveau sérique ainsi qu'au niveau tissulaire, on n'a remarqué aucune différence significative par rapport à ces deux paramètres. Et enfin, pour évaluer la production des anticorps, on a utilisé le test ELISA, qui a montré une forte immunoréactivité des anticorps face à leur antigène correspondant, et les poules immunisées ont développé une réponse immunitaire robuste face au venin de serpent, qui se traduit par une production très importante des anticorps, et plus spécifiquement un titre de 51 200 anticorps à J45 dans un seul jaune d'œuf. En conclusion, alors l'immunisation des poules pondeuses n'a pas entraîné, elle était tolérée, elle n'a pas entraîné des effets adverses majeurs. Et les organes des poules immunisées représentent des mineures anomalies. Alors, on a observé au début de l'immunisation une inflammation modérée. Le statiridox n'a pas été altéré. Et enfin, les poules immunisées ont produit une quantité très importante des anticorps IgY. Donc maintenant que nous avons exploré les résultats de nos recherches, quels sont les bénéfices tangibles de l'utilisation des IgY? Alors, en résumé, les IgY, on peut les obtenir de manière non invasive à partir du jaune d'œuf. Aussi, en répondant aux thématiques de l'éthique et de bien-être animal. Phylogénétiquement, sont très éloignés par rapport aux mammifères. De plus, les IgY des poules pondeuses ne se lient pas aux récepteurs FC, ni aux facteurs hématoïdes, ni n'activent le système du complément. Donc, en considérant ces avantages, l'immunisation des poules pondeuses avec le venin de scorpion représente une perspective prometteuse et éthique pour le traitement de l'envenimation scorpionique. Merci pour votre attention. Merci à vous, madame. Cellulaire métabolique qui aggrave le sepsis en une mortalité. La physiopathologie du sepsis est complexe et ambiguë. Elle est caractérisée par une succession de phases, une phase hyper-inflammatoire et une phase d'immunosuppression. La phase hyper-inflammatoire est caractérisée par une réponse excessive de l'hôte qui conduit à des dommages tissulaires et d'organes. Quant à la phase d'immunosuppression, est caractérisée par une paralysie des cellules immunitaires, dont une mortalité des lymphocytes T, B et un dysfonctionnement des phagocytes. Quant au stress oxydatif, le stress oxydatif est défini comme un déséquilibre des balances des systèmes pro-oxydants-antioxydants en faveur d'une surproduction d'espèces réactives de l'oxygène ou ROS. Ces ROS endommagent tout ce qui est biomolécules cellulaires dans l'ADN, les protéines et les lipides, conduisant à dysfonctionnement d'organes caractéristiques du sepsis. La mélatonine est une neurohormone liposoluble qui est synthétisée par la glande pinéale durant la phase obscure de la photopériode. Il s'agit d'une molécule à effet pléiotrope, à savoir un effet anti-inflammatoire, un effet immunorégulateur, régulateur du cycle circadien, du sommeil, antioxydant, oncostatique, anti-apoptotique, chronobiotique, etc. Alors, nous nous sommes intéressés dans notre travail au sepsis. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie qui continue à tuer des patients. Donc là, les dernières statistiques, 11 millions de cas de décès dans le monde. Ceci est dû à quoi? Est dû à sa physiopathologie qui est complexe, ambiguë et non complètement élucidée, mais aussi à l'absence de
thérapie, qui est basée uniquement sur l'utilisation des antibiotiques et des traitements symptomatologiques. Pour cela, nous avons fixé pour objectif, donc afin de comprendre la physiopathologie du sepsis, donc d'étudier l'implication du stress oxydatif dans le dysfonctionnement hépatique induit par sepsis. Et aussi, comme thérapie, nous avons proposé la mélatonine et étudié le rôle de la mélatonine dans la prévention du stress oxydatif induit par cette pathologie. Afin de répondre à ces objectifs, nous avons suivi la démarche expérimentale suivante. Donc, nous avons utilisé un modèle de souris barbecée, mâle. Ces souris ont été réparties en 3 lots. Un lot contrôle, un lot septique et un lot septique traité à la mélatonine. Le sepsis a été induit par CLP, le Cecal Ligation and Vector. C'est un modèle de sepsis polymicrobien par excellence qui permet de mimer ce qui se passe comme symptômes cliniques chez les patients septiques. La mélatonine, quant à elle, a été donnée en 4 doses. Une dose préventive donc en 30 minutes avant CLP, en intrapéritonéal. Une autre dose après CLP. Une troisième 4 heures après CLP. Et une quatrième 8 heures après CLP. Les souris ont été sacrifiées 24 heures après CLP. Et le foie a été récupéré pour une étude histologique par coloration à l'hématoxyline-iosine et une étude biochimique ciblant les paramètres de stress oxydatif dans les marqueurs pro-oxydants, tels que le malondialdéhyde comme marqueur de péroxydation lipidique, la MPO, la myélopéroxydase, marqueur d'infiltration des neutrophiles, les marqueurs aussi antioxydants comme la catalase qui est un antioxydant enzymatique et le glutathion, GSH, un antioxydant non enzymatique. L'ensemble des résultats montre que les souris septiques présentent un déséquilibre de la balance redox avec une augmentation des marqueurs pro-oxydants, à savoir le MDA, qui augmente chez les souris septiques à raison de 121%, et aussi la MPO qui augmente de près de 52%. Parallèlement, une diminution des antioxydants a été observée, donc à savoir la catalase et le glutathion. La mélatonine prévient et réduit le stress oxydatif et rétablit la balance redox en diminuant les marqueurs pro-oxydants, MDA et MPO, et en augmentant les antioxydants, catalase et GSH. Parallèlement, les résultats histologiques par coloration à l'hématoxyline-iosine du tissu hépatique montrent que les souris contrôle ne présentent aucun dommage, aucune lésion tissulaire avec une architecture normale hépatique. Contrairement aux souris septiques qui présentent des anomalies tissulaires représentées par des hémorragies, des cholestases, une infiltration leucocytaire et une activation de cellules pulpaires et des hépatocytes. La mélatonine réduit les dommages induits par sepsis, donc avec une architecture qui est semblable aux souris contrôle. En conclusion, nos résultats suggèrent l'implication du stress oxydatif dans les dommages hépatiques induits par sepsis. Ce stress est caractérisé par un déséquilibre de la balance redox, par une augmentation des marqueurs pro-oxydants MDA, MPO, une diminution des antioxydants, catalase et GSH. La mélatonine prévient le stress oxydatif hépatique induit par sepsis polymicrobien avec une réduction des pro-oxydants, une augmentation des antioxydants et parallèlement une restauration de l'intégrité hépatique. Nos résultats suggèrent l'utilisation de la mélatonine comme molécule potentiellement thérapeutique pour traiter le dysfonctionnement hépatique induit par sepsis. Et voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Donc, on va débattre après. Merci pour votre présentation, pour votre sujet. Et j'appelle sans trop tarder la communicante suivante, Tounsi Nabila. Chers collègues, bonsoir. Je suis donc docteur Tounsi Nabila de l'université de Bab Souar, Douari Tunisienne.
J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre travail. Donc notre travail qui porte sur l'étude des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de 2 extraits de plantes algériennes et leur impact sur les fonctions oxydatives des polynucléaires neutrophiles. Ça fonctionne pas? Ah, pour le PC. Ah, c'est bon. Merci. Lors d'une inflammation, les polynucléaires neutrophiles forment la première ligne de défense et la source principale des espèces réactives de l'oxygène, initialement par la NADPH oxydase qui produit l'anion superoxyde, mais aussi la MPO et la NO-syntase qui produisent des dérivés de ROS plus puissants comme le HOCl et le peroxynitrite et le radical hydroxyde. Ces dérivés-là vont atteindre et causer des lésions sur les lipides et les protéines qui sont à l'origine des lésions tissulaires. Et donc, la modulation des fonctions des neutrophiles excessives pourrait être bénéfique lors de ces réponses inflammatoires. Les plantes comestibles ont un impact socio-économique important. Elles synthétisent des métabolites secondaires qui interviennent à la fois dans le développement de leur système immunitaire et leur défense. Ces métabolites secondaires regroupent différentes molécules comme les terpènes, les polyphénols et les alcaloïdes. Ces métabolites-là, j'ai un problème avec ce pointeur-là. Alors, les flavonoïdes, en effet, les flavonoïdes qui sont des polyphénols, ils regroupent différentes classes et ils ont une structure de base qui est formée par 2 noyaux cycliques reliés entre eux par 3 carbones. L'activité, désolé, j'ai l'intention de tourner comme ça sans tourner le micro avec moi. Alors, la partie agricole de ces flavonoïdes attribue à ces molécules des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ainsi, l'objectif de notre travail est d'étudier les fonctions et les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de 2 extraits agricoles et c'est de 2 protéines, de 2 plantes de la flore algérienne, à savoir l'Epidum sativa et Eurica vesicaria. Pour ce faire, l'extrait des flavonoïdes bruts obtenus à partir d'une extraction à l'éther est d'abord séché puis resolubilisé dans du méthanol. La teneur en flavonoïdes est quantifiée à 420 nanomètres. Les extraits obtenus ont été utilisés à 2 doses différentes chacun et ils ont été comparés à 2 molécules standards, la N-acétylcystéine et la vitamine C comme des contrôles. L'activité antioxydante globale de ces extraits ont été étudiés par le test de DPPH qui, dont l'absorbance diminue à 515 nanomètres. L'activité des aglycols, antioxydantes des aglycols sur l'atteinte des lipides et du taux de GSH a été étudiée sur une fraction microsomale hépatique qui a été exposée à un stress oxydatif et le taux de MDA a été dosé par le TBA, le taux de GSH par le DTM. La protéine BS1 a été utilisée in vitro pour l'étude de l'atteinte des protéines, la carbonylation, par le test de l'hydrazine. L'évaluation des extraits aglycoles sur les fonctions des neutrophiles a été réalisée au départ sur des fractions de PN obtenues à partir des souris balbecées qui ont été injectées avec un milieu de thioglycolate. En premier lieu, ces PN obtenus ont été utilisés pour l'étude de la dégranulation des PN.
stimulés par la cytocalasine B et le FMLP. Et la libération de la MPO a été étudiée par le dosage de la MPO grâce à l'orthodialysité. Dans un deuxième temps, les PN obtenus ont été utilisés pour l'étude de l'explosion oxydative mesurée par le cytochrome C. Les résultats obtenus ont montré que les extraits agricoles inhibaient efficacement l'oxydation du DPPH, qui ont été comparés à la vitamine C qui a été utilisée comme contrôle positif. L'extrait agricole EV a montré qu'il n'avait aucun impact sur le taux du GSH, tandis que l'extrait LS l'augmente fortement. Ces résultats ont été comparés à la N-acétylcysteine. Les résultats sur la peroxydation lipidique ont montré que les deux extraits inhibaient de manière similaire la peroxydation lipidique. Les résultats de la carbonylation des protéines ont montré que la protéine ou l'extrait EV avait une meilleure protection que l'extrait LS. L'étude des fonctions des PN a montré que les deux extraits LS et EV réduisaient de la même manière, de manière similaire, l'explosion oxydative stimulée par le PN. L'étude de la dégranulation des PN par la mesure de l'activité MPO a montré que les deux extraits avaient un pouvoir d'augmenter la libération et donc l'activité MPA stimulée par le FMLP et le cytocalasine B. En conclusion, il faut dire que nos résultats ont souligné et confirmé l'effet antioxydant des deux extraits, notamment sur la réduction du PPH par le H2O2, mais aussi le taux de GSH, les lésions tissulaires lipidiques et protéiques, mais aussi les fonctions, notamment l'explosion oxydative des PN. Par contre, nous avons observé aussi le rôle pro-oxydant de ces extraits sur l'activité MPO. Ce dernier résultat nous permet de dire ou se confère à ces deux extraits agricoles un pouvoir antimicrobien, anti-leishmanien à explorer peut-être à l'avenir. Merci pour votre attention. Et désolé pour le micro, je ne suis pas très habituée. Merci. Merci pour la présentation, Madame Tounsi. Alors, normalement, c'est la dernière. Je ne sais pas si la dame elle va présenter. C'est quel nom? Vous tirez la dame? C'est ça? Donc, vous pouvez commencer. Donc, j'utilise le micro. Oui, bien sûr. Alors, c'est Madame Kouchla-Lemen de l'Université d'Oxina. Je suis aujourd'hui présente pour vous donner un aspect de mon travail sur l'activité analgésique de l'extrait éthanolique d'une plante locale de la région, largement utilisée en tant qu'analgésique et antipyrétique. Et après investigation LCMS, nous avons
fait une investigation du composant majeur, à savoir la spermatimarine. Donc la plante, qui est Centaureum erythraea, elle appartient à la famille des gentianacées. Son nom vernaculaire local, c'est Marol Klinch. Elle est largement utilisée par la population locale pour le traitement de plusieurs pathologies, telles que les maladies de la peau, des reins, du diabète, du cancer du sein, des troubles digestifs, des maux de tête, des infections urinaires et aussi en tant qu'agent antipyrétique et analgésique. Il faut savoir qu'il n'existe pas beaucoup d'études sur la plante et une seule référence a été citée en 92 par Bunken qui a trouvé que l'extrait de la plante était plutôt antipyrétique et non analgésique. D'accord ? Et au niveau de la population locale de ma région, il l'utilise beaucoup en tant qu'analgésique. Donc, plusieurs études ont prouvé le pouvoir d'Erythréa, de Centaureum erythraea en tant qu'antidiabétique, anti-inflammatoire, anti-inflammatoire, antidiabétique, antipyrétique général, et qu'elle possédait un potentiel antioxydant très important. Donc l'objectif de notre travail était l'évaluation de l'activité analgésique sur modèle animal, de l'extrait éthanolique, contre deux modèles de douleur, à savoir la plaque chauffante et le test de torsion induit par l'acide acétique. Par la suite, des analyses LCMS et RMN ont été effectuées pour identifier la composition de l'extrait éthanolique testé. Et à la fin, une investigation du docking moléculaire du composé majeur a été sélectionnée pour valider les résultats expérimentaux. Donc la plante a été récoltée en période de floraison, elle a été séchée, broyée, puis l'extraction a été réalisée à l'aide de l'éthanol comme solvant d'extraction. Une partie a été dirigée vers l'HPLC, le CMS, pour l'identification phytochimique, et la deuxième partie, on a utilisé après évaporation totale et dissolution dans de l'eau, on a utilisé deux modèles de douleur, à savoir le test de la plaque chauffante et le test de torsion abdomino-dorsale. Pour le docking moléculaire, on a utilisé l'amarrage avec la protéine OX2, qui est connue pour être une cible majeure dans le traitement de l'inflammation et de la douleur. Donc ainsi, l'inhibition spécifique de cette protéine exercerait un effet anti-inflammatoire et analgésique bénéfique. Donc la réaction inflammatoire, vous savez très bien, les prostaglandines qui sont sécrétées pour la détection de votre douleur ou l'inflammation. Bon, l'étude phytochimique a identifié une molécule majeure, près 95% de l'extrait contenait de la spermatimarine, donc le docking moléculaire a intéressé directement cette molécule, à savoir la spermatimarine. Donc le résultat de l'identification phytochimique, donc nous avons identifié après HPLC par RMN la molécule spermatimarine. Les tests de l'effet analgésique, soit par test de torsion induit par l'acide acétique ou bien par la plaque chauffante, ont montré que la plante, l'extrait éthanolique, avait vraiment un résultat ou un pouvoir analgésique très important, démontré par l'étude statistique, l'émission du nombre de torsions ou bien l'augmentation du temps de latence de l'activité analgésique. Les simulations d'amarrage ont révélé une énergie de liaison élevée entre la spermatimarine et la COX-2, et les valeurs négatives des énergies d'amarrage révèlent que le processus de liaison est spontané et que le composé peut être accepté en tant que médicament, c'est-à-dire pour le calcul des énergies par le docking moléculaire. À la fin, après ces deux volets d'études, on a vérifié ou validé scientifiquement l'usage traditionnel de la plante en tant qu'analgésique grâce à deux études, soit in vivo par le modèle de douleur induit chez le rat, ou bien par le docking moléculaire. Voici quelques références utilisées